on va absolument, on va commencer. Écoutez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est très content avec le professeur Zafrani et le professeur Azoulay de vous accueillir pour cette journée du DESMIR qui est consacrée à la médecine interne et à l'onco-hématologie. Merci d'avoir pu vous libérer dans le contexte actuel qui est un peu tendu pour nous tous. Donc, vous l'avez vu, on a fait des petites modifications en fait, de timing sur le programme parce voilà, on est tous très sollicités dans nos services pour que le format soit un peu plus compatible avec le caractère distanciel de la journée et donc essayer de terminer un petit peu plus tôt. Et donc, effectivement, l'idée, c'est d'avoir des topos qui durent 20 minutes avec 10 minutes de discussion. Donc, on va essayer, dans la mesure du possible, de tenir ce format avec une pause déjeuner qui permettra peut-être de rattraper un éventuel retard. Et donc, on commence avec le docteur Langlinet, qu'on remercie de participer, qui va nous parler des hémopathies malignes. Merci beaucoup. Donc, je coupe tout de suite mon micro. Merci à tout le monde, à part bien sûr à Étienne, de couper son micro pour pas qu'il y ait d'écho. Bonjour à tous. Je suis très content d'introduire cette journée qui est un topo. Je vais faire un topo qui est un topo qui est assez large pour essayer essentiellement on va dire de démythifier les maladies hématologiques qui peuvent paraître parfois un peu difficile à comprendre pour les non-hématologues ou les gens pour qui l'hématologie est lointaine. Ça ne remplace pas évidemment un traité d'hématologie et je ne parlerai ni de traitement ni d'hémopathie bénigne. Donc l'idée, c'est de brosser un peu le panorama des hémopathies malignes, d'où elles viennent, comment on les classe et qu'est-ce qui est éventuellement intéressant pour vous et pour comprendre la prise en charge des malades. Donc, il y a trois slides, on va dire, de physiopathe, très, très simple. Bon, l'hématopoïèse, donc c'est la fabrication de toutes les cellules sanguines et immunologiques. Elle vient, en tout cas dans notre vie adulte, de notre moelle osseuse, avec une contribution différente au cours de la vie des différentes parties de la moelle osseuse. C'est plutôt le squelette axial avec l'âge qui avance. Peu importe, mais en tout cas, toutes les cellules du sang et du système immunitaire, on trouve leur même origine dans la moelle osseuse, avec deux petits bémols. La lymphopoïèse-T, elle a un organe dédié qui est le thymus. Les cellules colonisent des cellules immatures colonisent le thymus à un stade très immature pour fabriquer les lymphocytes T. Et les cellules du système immunitaire, elles terminent leur maturation dans les organes lymphoïdes. Elles sortent de la moelle osseuse à un stade qui est encore assez immature, naïf, on va dire, de la stimulation antigénique. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la moelle osseuse? Dans la moelle osseuse, il y a des cellules, une petite proportion des cellules, probablement autour de 1 cellule sur 10 000, qui s'appellent des cellules souches hématopoïétiques et qui ont une propriété exceptionnelle, c'est d'être capable de reconstituer toutes les cellules sanguines et immunologiques. La définition d'une cellule souche hématopoïétique, c'est une définition fonctionnelle, c'est qu'elle peut fabriquer toutes les cellules sanguines et du système immunitaire. Elles vivent dans un endroit particulier de la moelle osseuse, qui est une niche hypoxique. Elles sont généralement pas en cycle, c'est-à-dire qu'elles ne se divisent pas, sauf à certains moments où elles vont faire une division qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire qu'elles vont donner naissance, quand elles se divisent et qu'elles recopient leur ADN, à un progéniteur multipotent et une nouvelle cellule souche hématopoïétique, de telle sorte à ce qu'on garde un certain pool de cellules souches hématopoïétiques au cours de toute notre vie. Et on peut utiliser ces cellules à des fins thérapeutiques lorsqu'on fait une autogreffe ou une allogreffe. On est capable de transplanter ces cellules pour régénérer toutes les cellules sanguines et
immunologique. Ensuite, c'est une fois que ces cellules ont fait une division asymétrique et ont donné naissance à des progéniteurs, les progéniteurs vont être victimes, entre guillemets, de deux phénomènes. Un phénomène de prolifération, c'est-à-dire que les cellules vont se diviser, et de maturation ou de différenciation, elles vont progressivement maturer vers des progéniteurs engagés dans certaines lignées, érythroméga, granuleux monocytaires ou lymphoïdes. On a vu que les T migraient dans le thymus. Et puis, finalement, donner naissance à des cellules matures qui se retrouvent dans le sang. Alors, du coup, pour les gens qui ont du mal avec le schéma précédent, moi je dis souvent que la moelle osseuse est un peu comme une grande école avec des progéniteurs totipotents qui sont à la crèche, qui ont toutes les facultés, mais pas de fonction biologique. Puis ils vont maturer, passer à l'école primaire, au collège, au lycée. Puis à certains moments, ils vont devoir faire des choix de vie, myéloïdes, lymphoïdes, comme ceux qui choisissent littérature ou sciences. Et puis ensuite, des sous-choix qui sont des étapes qui sont plus ou moins discrètes et irréversibles jusqu'à arriver au monde du travail ou ce qui correspond aux cellules matures qui portent la fonction biologique. Alors, en vrai, cette maturation par étapes bien discrète, elle est probablement un peu fausse. On sait que ça correspond probablement à ce qui se passe dans une hématopoïèse de stress, après une chimiothérapie, après une transplantation. Mais dans l'hématopoïèse native, à l'état normal, en fait, la différenciation est plutôt continue. Ce n'est pas des étapes bien définies. Il y a des potentiels de transdifférenciation à certains moments. Mais c'est plus important pour comprendre. Ensuite, la vie d'un lymphocyte ne s'arrête pas à la fin de la moelle osseuse. Quand le lymphocyte mature et sort de la moelle osseuse, il n'a pas encore rencontré son antigène, on s'appelle ça un lymphocyte naïf, et la fin de sa vie ou la poursuite de sa vie se passe dans des organes lymphoïdes secondaires au niveau d'un follicule où il va faire ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire rencontrer un antigène, et la rencontre avec cet antigène va produire des lymphocytes B matures, mémoire, ou des plasmocytes, qui sont les cellules qui fabriquent les anticorps. Et à chacun de ces stades de maturation, on va voir qu'il peut y avoir une anomalie qui fait que la cellule se transforme en cancer et en hémopathie maligne. Donc, les hémopathies malignes, elles vont arriver à la suite de la survenue d'une altération génétique dans une cellule. Une de ces cellules là dont on a parlé, les progéniteurs, les cellules souches, les cellules matures, elles peuvent être victimes pour différentes raisons qu'on n'a pas le temps de détailler, mais d'anomalies qui sont des anomalies génétiques de n'importe quel ordre. C'est des pertes, des gains, des translocations, des bouts de chromosomes qui se mettent sur un autre, des anomalies ponctuelles dans un gène. Ces gènes, les anomalies qui surviennent touchent des gènes qui sont importants pour l'homéostasie cellulaire, donc on appelle ça des oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeurs en fonction du gain ou de la suppression de fonction qui est conférée par les anomalies. Et en général, il faut plusieurs anomalies pour qu'une cellule passe d'une cellule normale à une cellule cancéreuse. L'homéostasie cellulaire, elle est résumée hyper schématiquement en bas de la diapo. Les cellules, qu'est-ce qu'elles font? On a dit, elles se divisent, elles se différencient, puis elles ont une durée de vie limitée, elles meurent. Et donc, en fonction des hémopathies, on peut voir des cellules qui n'arrivent plus à mourir, c'est ce qu'on voit dans la LLC, des cellules qui prolifèrent trop mais qui maturent normalement et qui meurent normalement, c'est ce qu'on voit dans les syndromes myéloprolifératifs, ou des cellules qui ne peuvent plus se différencier et qui sont bloquées à un stade immature, ce qu'on voit par exemple dans les leucémies aiguës. Et donc, évidemment que les anomalies génétiques, elles peuvent également toucher d'autres choses que simplement l'homéostasie cellulaire. Elles peuvent favoriser la stabilité génétique. Elles peuvent éventuellement intervenir avec d'autres fonctions cellulaires qui favorisent que la cellule cancéreuse prend plus de place que la cellule normale. Mais en gros, on peut résumer que toutes les hémopathies malignes, elles peuvent être caractérisées par la cellule d'origine et les anomalies génétiques fondatrices. Une fois que vous avez compris ça, il n'y a plus de fantasmes autour de l'ontogénie des différentes hémopathies, et on a tout compris, quoi. Donc, je vous propose de balayer assez rapidement les différentes sortes d'hémopathie, de la plus immature au plus mature.
en reprenant un petit peu le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les hémopathies immatures, c'est celles qui naissent dans la moelle osseuse, qui vont toucher soit les cellules souches, soit les progéniteurs. Donc, les anomalies de cellules souches qui peuvent survenir, elles peuvent être responsables soit d'un excès de prolifération, c'est-à-dire que les cellules se divisent de façon mal réglée, soit dans ce qu'on voit dans les syndromes myéloprolifératifs, soit de différenciation, c'est-à-dire que les cellules perdent de la capacité à se différencier, et c'est ce qu'on voit dans les syndromes myélodysplasiques. Les syndromes myéloprolifératifs, ils peuvent être classés selon leur phénotype hématologique et selon les anomalies génétiques qui sont bien connues. Donc, la plus connue, c'est la leucémie myéloïde chronique, qui par définition a toujours la même anomalie génétique fondatrice. C'est la fameuse translocation 922, le chromosome Philadelphie, l'activation d'une kinase qui s'appelle ABL et qui provoque une expansion majeure de la lignée myéloïde des globules blancs. Et des progéniteurs granuleux. Les autres syndromes myéloprolifératifs classiques, c'est pas toujours les mêmes anomalies génétiques et on les définit essentiellement en fonction de leur phénotype hématologique. Quand il y a une expansion des globules rouges, on appelle ça la maladie de Vaquez, des plaquettes, la thrombocytémie essentielle, et parfois il y a associé une fibrose de la moelle. Les anomalies génétiques sont bien connues et il y a tout un tas de syndromes myéloprolifératifs qui ne rentrent pas dans ces cases qu'on appelle atypiques, qui sont parfois à la frontière avec des syndromes myélodysplasiques. Il y a un certain nombre de caractéristiques communes au syndrome myéloprolifératif, notamment ceux de pouvoir donner une thrombocytose, une splénomégalie, une fibrose de la moelle osseuse, des thromboses et des hémorragies qui sont parfois des thromboses graves et qui touchent des territoires inhabituels comme le territoire splanchnique. Et dans tous les cas, il y a un risque de transformation en syndrome en leucémie aiguë, c'est-à-dire une accumulation d'événements génétiques qui vont provoquer un blocage de maturation. Les syndromes myélodysplasiques, c'est des anomalies qui touchent également les cellules souches hématopoïétiques, ou pour lequel l'anomalie confère une difficulté à maturer. Alors, les anomalies génétiques des syndromes myélodysplasiques, elles sont extrêmement hétérogènes. Donc, c'est un mélange de plein de maladies différentes en vrai, génétiquement. Contrairement au syndrome myéloprolifératif, en gros, on les classe en deux sortes de syndromes myélodysplasiques. Les syndromes myélodysplasiques, on va dire, de faible risque, où le problème est essentiellement lié aux cytopénies et l'anémie chronique avec une altération de la qualité de vie. Les syndromes myélodysplasiques, c'est plutôt des maladies du sujet âgé, pour lequel il va y avoir des enjeux de transfusion régulière et éventuellement de fatigue. Et les syndromes myélodysplasiques de haut risque, pour lequel le problème n'est pas tellement la qualité de vie, mais plutôt la durée de vie, avec des courbes de survie là, en fonction du risque qui sont montrées ici, avec le risque d'évolution vers une leucémie aiguë myéloïde. Comment on classe haut risque ou faible risque? C'est essentiellement l'intensité du retentissement hématologique évalué par la profondeur des cytopénies et le nombre de cytopénies, le pourcentage de cellules immatures dans la moelle, le pourcentage de blastes, et puis de plus en plus les anomalies génétiques qui sont appréciées par le karyotype, mais également de plus en plus par les anomalies de biologie moléculaire qu'on n'a pas le temps de détailler, mais qu'on sait être plus ou moins associées au risque d'évolution vers une leucémie aiguë. Donc, on quitte le monde des cellules souches hématopoïétiques. On va parler des progéniteurs qui sont déjà engagés dans une lignée et qui peuvent devenir cancéreux. Donc, ça, c'est des leucémies aiguës principalement, qui correspondent en gros, on va dire, à 4 grandes maladies. Les leucémies aiguës myéloïdes, donc des progéniteurs qui étaient engagés déjà dans une lignée myéloïde. Les leucémies aiguës lymphoblastiques qui peuvent être de la lignée B, des progéniteurs qui s'apprêtaient à devenir des lymphocytes B et des progéniteurs qui s'apprêtaient à devenir des lymphocytes T, avec une différence dans les LALB en fonction de la présence ou non d'un chromosome Philadelphie. Ce n'est pas du tout la même épidémiologie. Donc, le diagnostic, il est très facile à faire parce que les progéniteurs qui sont immatures et qui prolifèrent dans la moelle, on peut les voir, j'allais dire à l'œil nu, mais en fait au microscope, et on voit qu'il y a un excès de progéniteurs dans la moelle. Donc, vous voyez, c'est ce type de cellules-là qui ont un aspect très immature.
Alors, bien souvent, il y a un envahissement du sang, mais pas toujours, hein. Donc, on peut voir ces blasts, hein, ces cellules immatures dans la moelle, dans le sang. Parfois, non, hein, ça n'élimine pas qu'il y a une leucémie aiguë. Et tous les organes peuvent être touchés, hein. J'ai mis les principaux, le système nerveux central en fonction des différentes maladies au diagnostic, la peau, les poumons, c'est à savoir, mais dans les séries d'autopsies de patients qui sont morts autour du diagnostic de leur leucémie aiguë, on trouve jusqu'à 50% de présence de blast dans l'interstitium pulmonaire et puis tous les organes. Alors parfois, on trouve ces fameuses cellules immatures uniquement extramédulaires. On appelle ça un chlorome ou un sarcome granulocytaire quand c'est une leucémie aiguë myéloïde. C'est associé à certaines anomalies génétiques, les mutations d'IDH ou des translocations 8-21, peu importe. Et puis quand c'est des cellules immatures lymphoïdes, on appelle ça un lymphome lymphoblastique. On ne peut pas parler de leucémie aiguë s'il n'y a pas de blast dans la moelle. Les lymphomes lymphoblastiques, c'est essentiellement des lymphomes lymphoblastiques T qui touchent le thymus, hein, c'est-à-dire l'organe où sont à l'état normal les progéniteurs lymphoïdes T. Donc, comment on caractérise les leucémies aiguës? Le premier examen le plus simple, c'est de regarder ces blasts, parce que ça nous donne généralement une information assez pertinente sur la classification, et notamment quand on voit des gros blasts comme ça, hyper granuleux, avec un noyau polygonal, on se voit tout de suite que c'est des blasts de leucémie aiguë myéloïde. Quand on voit des blasts de l'autre côté, petits, avec une chromatine assez fine et smooth et avec un haut rapport nucléocytoplasmique, c'est plutôt des blasts de leucémie aiguë lymphoblastique. Le plus souvent, on arrive à déterminer assez vite la lignée, hein, ça met à peu près une demi-heure d'avoir les résultats d'un frottis sanguin. Dans des cas où c'est indéterminé, où ça a l'air trop immature, où c'est douteux, il faut s'aider de l'immunophénotypage qui est réalisé par cytométrie en flux. Et c'est ce qu'on fait également pour les leucémies aiguës de la ligne lymphoïde, parce qu'il n'y a pas moyen morphologiquement de différencier entre des LAL de la lignée B ou des LAL de la lignée T. L'immunophénotypage, vous avez le résultat dans la journée, mais ça met quand même quelques heures, pas la peine d'appeler au bout d'une demi-heure pour savoir l'immunophénotypage. Et ensuite, on caractérise génétiquement avec le karyotype et des examens de biologie moléculaire. Et ça permet de déterminer exactement quelle est la maladie précise sur le plan, on va dire, génétique. Les différences entre LAL de la lignée B et LAL de la lignée T, c'est vraiment deux maladies différentes, hein. Les LALB, c'est principalement des enfants avec une médiane d'âge autour de 4 ans. C'est rare chez l'adulte. Les LAL de la lignée T, c'est plutôt des adolescents jeunes adultes. Il y a plus souvent un envahissement du sang dans les T, plus souvent un envahissement du système nerveux central, bien évidemment plus souvent une masse médiastinale éventuellement compressive, hein, qui peuvent amener les patients en réanimation, et plus souvent une coagulopathie dans les LAL de la lignée T. Le pronostic, il est essentiellement aujourd'hui dans les LAL basé sur l'étude de la réponse au traitement, hein, qu'on évalue avec des techniques de biologie spécialisées, et notamment combien il reste de maladies en cours de traitement. On appelle ça la maladie résiduelle, et c'est quasiment ça qui fait l'entièreté de la définition du pronostic. Est-ce que le patient risque de rechuter? Est-ce que le patient va être guéri par le traitement? Donc les LAM, on utilisait une classification basée sur la morphologie jusqu'à ce qu'on découvre les anomalies génétiques. Cette classification, elle peut encore avoir de l'intérêt parce que certaines classes morphologiques sont très très fortement associées à des anomalies génétiques, notamment les LAM3, elles sont toujours les mêmes anomalies génétiques, les LAM4 à éosinophiles anormaux, toujours les mêmes anomalies génétiques, mais dans le fond, ce qui compte quand même, c'est les anomalies génétiques qui peuvent être définies soit par le karyotype, hein, donc des grosses anomalies qu'on peut voir sur un karyotype, soit des anomalies génétiques plus petites, des mutations de certains gènes qu'on peut voir avec des techniques de biologie moléculaire. Alors pourquoi c'est important? Parce que les anomalies génétiques, c'est le principal déterminant de la sensibilité des blasts aux chimiothérapies, hein. On peut classer en gros les anomalies. Alors là, j'ai mis uniquement les anomalies cytogénétiques qu'on voit au karyotype, mais on a le même genre de courbe avec des anomalies de biologie moléculaire.
qui permettent de savoir d'emblée si le patient, on n'a quasiment aucune chance de le guérir, hein, ce qu'on voit par exemple avec les inversions du chromosome 3, pas de guérison possible. C'est des patients à qui on peut parfois proposer quasiment des protocoles de phase précoce au moment du diagnostic. Puis d'autres anomalies, soit qui vont interférer avec le traitement, soit qu'on sait être fortement associé à une sensibilité à la chimiothérapie. Hein, les LM de ce groupe-là, on guérit à 75-80% des patients uniquement avec la chimiothérapie. Un mot de la leucémie promyélocitaire, parce qu'elle est fréquente en réanimation. C'est une caractérisation morphologique. Hein, quand on voit des blastes comme ça avec les fameux corps d'Auer en phago, on sait qu'il va y avoir toujours la même anomalie génétique, la translocation 15-17. Il y a toujours une coagulopathie sévère qui peut être responsable de saignements parfois graves. Au moment du diagnostic, hein, dans les séries, il est rapporté 10, 15, 20% de mortalité précoce en fonction des pays qui rapportent leur série. Ça peut être, c'est des saignements qui sont souvent déconnectés de l'intensité des anomalies du bilan d'hémostase, donc il faut être vraiment vigilant. C'est important à savoir parce que tous les patients qui ne sont pas morts de saignement, ils sont guéris avec le traitement qu'on a actuellement, qui n'est pas basé sur des chimiothérapies, mais plutôt des traitements, on va dire, différenciants, ciblés, avec de l'arsenic et de l'acide rétinoïque. Donc, on quitte le monde de la moelle osseuse pour le monde des hémopathies lymphoïdes matures. C'est la plus grande partie épidémiologiquement des hémopathies. On va parler des lymphomes, LLC et myélome. Donc, on est après la moelle. Hein, c'est pendant ce moment de rencontre de l'antigène où il y a des altérations génétiques qui peuvent arriver et transformer la cellule en cellule cancéreuse. Alors, les anomalies génétiques, elles sont beaucoup plus complexes et variées que dans les hémopathies myéloïdes, donc elles ne sont pas encore tellement utilisées en pratique clinique. On va se focaliser sur quelques formes, parce que là, je ne peux pas faire tout l'arbre diagnostique de tous les lymphomes, mais sur quelques formes. Mais bon, sachez qu'en gros, les façons de classer ces hémopathies matures, c'est d'utiliser, comme pour les LAL, hein, le phénotype, parce que c'est plutôt des lymphocytes B ou des lymphocytes T qui sont devenus cancéreux, le pattern anatomopathologique, l'agressivité clinique, et comme ça, on va définir des formes anatomocliniques qui sont en vrai déjà des mélanges souvent de différentes maladies, quoi. Ces différentes formes de lymphome, on va dire de définition anatomoclinique, ont des phénotypes particuliers avec des âges de survenue variés, des pourcentages d'infiltration des différents organes variés et également des sensibilités au traitement variées. Mais bon, à la moitié de ces lymphomes, c'est ce qu'on appelle des lymphomes B diffus à grandes cellules qui correspondent eux-mêmes à différentes maladies probablement. Le lymphome de Burkitt, c'est une entité qui est assez facile à identifier parce que sur le plan clinique, elle est extrêmement agressive avec des temps de doublement qui sont parfois jusqu'à 30 heures. Et parfois, on voit carrément la tumeur augmenter de taille, un envahissement en dehors des organes lymphoïdes qui est très fréquente, la moelle dans un tiers des cas, les méninges dans quasiment 20% des cas, et c'est toujours la même anomalie génétique, une surexpression d'un oncogène qui s'appelle CEMIC. La morphologie, elle est typique. C'est quasiment des blastes en fait. Avant, on avait l'impression que c'était une LAL. Il y a plusieurs formes épidémiologiques qu'on ne va pas détailler. Dans tous les autres cas de lymphome, hein, on l'a dit, il faut avoir une pièce histologique. Le lymphome de Burkitt, c'est le seul lymphome qu'on peut identifier cytologiquement en regardant des cellules. Dans tous les autres cas, il faut regarder le tissu pour savoir si on va avoir des grandes plages de lymphocytes, là on appelle ça un lymphome diffus, ou plutôt des nodules, comme on voit dans le lymphome folliculaire. Les biopsies, elles sont généralement réalisables sous scanner, sous échographie. Il y a rarement besoin d'opérer les patients, donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir des grandes pièces histologiques.
On fait la morphologie, on fait aussi de l'immunophénotypage pour pouvoir caractériser l'expression de certaines protéines. Et puis, il faut bien sensibiliser votre radiologue, votre chirurgien ou votre échographiste à faire de la congélation. Il y a de plus en plus besoin de faire des analyses génétiques. Les lymphomes B diffus à grandes cellules sont des maladies hétérogènes à la fois sur le plan de l'ontogénie, de la biologie et de la clinique. La classification, ça reste un staging avec la fameuse classification d'Ann-Arbor qu'on a tous appris en fonction de l'extension de la maladie. Et le pronostic, il est beaucoup basé sur ce staging qu'on fait au mieux par un PET scan. Le nombre d'envahissements extranodal est important, le taux de LDH et le score OMS. On utilise de plus en plus une classification génétique en plus de ce score pronostic qui s'appelle IPI pour définir des sous-formes de lymphome B diffus à grandes cellules. Le problème, c'est que la définition, elle est basée sur l'expression des gènes, et donc il y a une difficulté à le faire pour des cas individuels. Il faut avoir des éléments indirects d'évaluation pour savoir si c'est pour déterminer la forme génétique des lymphomes B diffus à grandes cellules. La leucémie lymphoïde chronique, c'est la leucémie la plus fréquente chez l'adulte dans le monde occidental. Généralement, elle ne pose pas de problème de réanimation, c'est plutôt un diagnostic par on va dire, par hasard. Alors parfois, avec les nouvelles thérapies, il y a des syndromes de Leigh tumorales, donc c'est quand même à connaître. C'est toujours des gens de plus de 40 ans, la médiane c'est plutôt 70 ans. Il y a une accumulation de lymphocytes matures dans le sang. Le plus souvent, ça ne donne pas de problème de santé. C'est simplement l'accumulation de ces lymphocytes. Et puis parfois, ça finit par envahir la moelle, la rate, les ganglions, et il peut y avoir une indication à faire un traitement. Hein, le diagnostic, il est très simple parce que ces lymphocytes ont un phénotype particulier qu'on peut apprécier par un immunophénotypage. Il y a un risque qui est autour de 5% dans l'histoire clinique de transformation en lymphome plus agressif à grandes cellules. L'hémopathie je terminerai, l'hémopathie la plus mature, c'est le myélome. Hein, vous vous rappelez, dans la vie du lymphocyte, il a rencontré son antigène, il devient un plasmocyte. Les plasmocytes, c'est comme les saumons, ils retournent mourir là où vivre, là où ils sont nés, donc ils retournent dans la moelle osseuse. Le myélome peut avoir des contextes diagnostiques, éventuellement en réanimation, qui sont extrêmement divers. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a une atteinte de l'os cortical qui est possible par la sécrétion par les plasmocytes de protéines qui interfèrent avec les ostéoclastes et les ostéoblastes, avec des compressions neurologiques possibles, des hypercalcémies, une atteinte de la moelle osseuse qui peut être responsable de cytopénie, puis éventuellement des anomalies en lien avec la sécrétion de l'immunoglobuline monoclonale. Il y a maintenant 7 classes de médicaments qui sont utilisables dans le myélome, et la survie globale des gens atteints de myélome, elle a doublé quasiment dans les 15 dernières années. Néanmoins, c'est des traitements quasiment qu'il faut prendre en continu, donc la réanimation en général intervient dans un plan de traitement qui va possiblement être modifié par l'AREA. Il n'y a pas de guérison. Les facteurs de risque, c'est comme toutes les autres hémopathies, essentiellement maintenant basées sur des anomalies génétiques des cellules qui peuvent être, encore une fois, assez diverses et variées. Voilà, je suis désolé, j'ai essayé d'aller le plus vite que je pouvais pour tenir mon temps. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que les hémopathies ne viennent pas de n'importe où, elles surviennent à la suite d'altérations génétiques d'une cellule qui était une cellule normale, qui était dans un destin de cellule normale, ces anomalies génétiques dérégulent des phénomènes d'homéostasie cellulaire et qui expliquent que ça peut finir par se voir. Les mécanismes génétiques sont extrêmement variés, même au sein de chaque maladie. Les avancées de la génétique nous permettent de définir des classes de plus en plus petites, mais on peut décrypter comme ça l'ontogénie de chaque maladie. Alors pourquoi on fait ça? C'est pas pour faire de la botanique, hein, mais de comprendre cela permet d'une part d'adapter
on va dire la stratification des traitements. On peut faire du traitement plus ou moins intensif en fonction de la connaissance qu'on a que tel groupe ou tel autre est plus ou moins sensible à tel ou tel traitement. On peut éventuellement prescrire des thérapies ciblées sur une anomalie génétique, et puis on peut éventuellement éviter des traitements intensifs à des patients qui seraient très sensibles à un traitement, on va dire, plus classique, et adapter comme ça les algorithmes de traitement. Voilà, j'ai fini. J'espère que j'ai... Ouais, ça va. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon, on est pile dans les temps, mais on va peut-être laisser. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Merci beaucoup, Étienne, c'était très très clair. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, j'ai pas de questions sur le chat. N'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à les poser sur le chat. On peut prendre 2-3 minutes. Profitez-en. Demandez tout ce que vous n'avez jamais osé demander sur les hémopathies malignes. Allez-y. Nicolas, le temps que les étudiants se mettent au chaud, est-ce que je peux poser? Bien sûr. Étienne, est-ce que tu peux éclairer nos étudiants sur le rôle de l'hématologue quand un patient d'hémato est en réa? Et justement, parce qu'on voit bien qu'il y a deux mondes qui sont finalement très proches. Un monde de l'hématologie dans lequel le passage en réa est devenu presque une étape obligatoire à de nombreuses étapes qui vont du diagnostic à des traitements très courageux. Et d'un autre côté, le monde de la réa où nos internes vont très avoir envie, en t'écoutant, de faire un stage d'hématologie. Comment tu vois cette interaction, toi qui es très clairement au milieu des deux avec ton parcours? Bah, ça me paraît évident que si on est amené à traiter des hémopathies malignes, qu'on soit hématologue ou réanimateur, on doit se connaître, hein. Donc, il faut que chacun puisse avoir été au moins 6 mois dans le monde de l'autre, quoi. Ça paraît important. Alors, pourquoi c'est important? Déjà pour parler la même langue, donc vous avez vu que les classifications, elles évoluent plutôt vers plus de complexité liée à la découverte de toutes ces anomalies ou des maladies. On pensait que les leucémies aiguës, on pensait que c'était une seule maladie, hein, avant les années 70. Maintenant, on sait qu'il n'y en a quasiment pas deux qui sont pareils. Donc, il faut qu'on puisse parler la même langue, et puis il faut aussi que les hématologues ils sachent, enfin, ils n'aient pas trop de fantasmes sur la réanimation, quoi, parce que ça c'est un autre, moi c'est ce que j'ai l'impression de voir dans certaines générations d'hématologues qui n'ont jamais fait de réanimation, c'est qu'il y a beaucoup d'idées fantasmatiques sur qu'est-ce qu'on y fait et comment le patient rentre et comment le patient sort. Donc je pense que c'est évident que c'est important. C'est important autour du moment diagnostic de ne pas rater les prélèvements diagnostiques. Ça, je pense qu'il faut insister là-dessus, parce que autour du moment diagnostic, il y a des enjeux autour du prélèvement diagnostique. Et une fois qu'on a commencé un traitement, le prélèvement tumoral, il ne sera pas disponible pendant très longtemps. Alors, il est souvent très facilement accessible dans les hémopathies, mais une fois que vous avez traité, si vous appelez un hématologue 15 jours après ou une semaine après, il est possible que certains prélèvements ne soient pas disponibles et que ça interfère avec le parcours du patient, parce qu'il y a des décisions qu'on ne pourra pas prendre. Donc, il faut être proche, il faut se connaître, et il faut que les hématologues soient souvent en réanimation et que les réanimateurs soient accessibles aux hématologues. Enfin, c'est les mêmes malades. Étienne. Merci. OK. Bon. Je ne vois pas de questions, moi, sur le chat, donc on va peut-être